Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Cyrielle, ravi d'être votre invité. Et je suis ravie également, c'est un plaisir de vous avoir sur l'antenne de Radio J, non pas en tant que chroniqueur ou intervieweur, mais en tant qu'invité cette fois, pour mieux vous connaître au-delà du paraître. Nous allons alors parler de la pièce de théâtre Élysée, dans laquelle vous jouez François Mitterrand, du mardi au dimanche au théâtre du Petit Montparnasse, mais aussi de votre livre À la recherche du héros perdu, Élysée 2022, Racine contre Corneille aux éditions Fayard. Mais d'abord, le début bien évidemment. Christophe Barbier, vous êtes né le 25 janvier 1967 à Sallanches, en Haute-Savoie. Et puis parce que vous savez que nous, les femmes, on cherche toujours la vérité, même si ça n'existe pas et qu'il n'y a que le désir. Vous avez bien écouté la pièce. Évidemment. Désirons ensemble lever le voile sur l'opacité de votre enfance. Comment était le petit Christophe Barbier ? Enfance choyée, enfance heureuse, au pied du Mont Blanc, dans un cadre de nature absolument exceptionnel, famille sans souci, école primaire à l'ancienne, avec une vision très vague de ce que pouvait être le reste du monde, les grandes villes, le lointain, l'étranger, et néanmoins l'envie de sortir de ces vallées paradisiaques pour aller au loin. Et ça, c'était pas fréquent. Dans cette vallée, la plupart des gens ne souhaitaient pas trop s'éloigner parce que on quitte pas le pays. Et moi, j'avais envie quand même déjà très jeune de me dire voilà, c'est formidable ici, mais la vie est ailleurs. On reviendra, mais il faut partir. Vous êtes très attaché à votre région, votre ville. Oui, je suis très attaché. Malgré cette envie de... Oui, ma vallée des Contamines Montjoie, mon village. Quand j'y retourne, en quelques heures, j'ai l'impression de me ressourcer. Je me repose plus en une demi-journée là-bas qu'en 15 jours ailleurs sur la planète. Avec cette impression, quand j'y vais, qu'il y a des espèces d'ondes qui me montent du sol, des rochers, de la montagne, et qui me régénèrent complètement. Et néanmoins, au bout de quelques jours, je piaffe de retrouver ce qu'on aime, le théâtre, la grande ville, la vie nocturne, etc. Et qu'évidemment, dans les vallées, on n'a pas. Alors, vous étudiez au lycée du Parc à Lyon, vous obtenez un baccalauréat scientifique, mention assez bien, alors que vous vous décrivez plutôt comme un littéraire. Vous passez par une prépa BL, l'équivalent d'une prépa des grandes écoles, comme on dit aujourd'hui. Oui, tout à fait, on s'appelle BL aujourd'hui, c'était l'Hippocagne S à l'époque. C'était une prépa littéraire, mais avec quelques dimensions plus scientifiques, un peu de mathématiques, des sciences sociales, ça se voulait moderne. Et alors justement, vous intégrez l'École normale supérieure de Paris, vous êtes titulaire d'une maîtrise en histoire, et vous êtes aussi diplômé de l'ESCP Business School spécialité médias. Vous finissez vos études à 25 ans, et tout cela est bien sûr très joli pour le CV, mais est-ce qu'à ce moment-là, ces années durant, Christophe Barbier, vous connaissez votre vocation ou vous vous dites que plus vous allez explorer, plus vous aurez de choix? Oui, je connais ma vocation. Depuis l'entrée au lycée, je sais que j'ai envie de gagner ma vie en écrivant et que ce qui peut permettre de gagner sa vie en écrivant, si on n'est pas un romancier de génie, c'est d'être journaliste. Ça tombe bien, j'adore l'histoire ultra contemporaine, j'adore la politique, je me goinfre de tout ce qui se passe dans cette vie politique que je découvre à ce moment-là avec des figures comme François Mitterrand et je veux devenir journaliste politique. Et finalement, mon parcours scolaire est un peu une suite d'accidents dans cette volonté de devenir journaliste. Je regarde sur les brochures, on me dit qu'il faut faire Hippocagne pour les concours d'école de journalisme. Alors je fais Hippocagne, puis je me retrouve embarqué dans l'affaire de Normal Sup. J'ai la chance de réussir Normal Sup. J'y vais. Néanmoins, je veux revenir au journalisme sans faire les écoles classiques. Il y a le master de l'ESCP. Donc tout ça est une suite de raccros finalement, avec cette idée dès que j'ai eu 15-16 ans, c'est être journaliste politique et d'écrire le siècle en train de se faire. Et pourquoi vous n'avez pas fait une école de journalisme pur? Tout simplement, vous auriez peut-être gagné du temps parce que vous avez enchaîné de très grosses écoles. Oui, il y a eu aussi à ce moment-là la concurrence de la passion du théâtre. Et quand j'étais à Normal Sup, c'était formidable. La plupart préparaient l'agrégation, certains préparaient l'ENA. Moi, je préparais rien du tout. Je faisais du théâtre de 18h jusqu'à 5h du matin. Je me relevais à 4h l'après-midi et je refaisais du théâtre. Et mes années de scolarité ont été des années de passion théâtrale avec mes camarades de Normal Sup. Puis ensuite, le théâtre de l'Archicube. Archicube, c'est le nom des anciens élèves de Normal Sup. Avec toute une bande de copains. Depuis 30 ans, on a créé ce théâtre et on continue. Donc voilà, c'est le théâtre aussi qui m'a exigé d'aller vers le journalisme, mais par des voies un petit peu parallèles. Et très très vite, en fait, dans la vie pratique, parce que ce master qui se faisait en un an à l'ESCP permettait d'avoir des stages. Et j'ai découvert Le Point, j'ai fait des rencontres formidables, Denis Jambard, et puis voilà, c'était parti. Exactement. Vos études, alors à 23 ans, pendant vos études, vous démarrez au Point, donc déjà en tant que journaliste politique. Racontez-nous quand même un petit peu cette première expérience dans le journalisme, parce qu'on s'en souvient toujours, bien évidemment. Oui, on s'en souvient toujours. On commence comme tout le monde. À l'époque, il y avait des téléx avec les dépêches. On découvre
découpait les dépêches, on les distribuait aux différents rédacteurs en chef, et puis il y avait les photocopies, la machine à café, et puis des petits papiers à faire. Alors c'était l'époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas encore de chaîne d'infos. La presse hebdomadaire, c'était encore un média presque chaud. Ouais. Ça a bien changé depuis, mais formidable école d'enquête, école de concision, école d'écriture, et puis un milieu professionnel à ce moment-là qui avait le temps de parler, de réfléchir, d'expertiser. Il y a des journalistes qui faisaient un papier tous les 3 mois, alors il était vraiment soigné, creusé. C'était à la fois du luxe, parce qu'il y avait de l'argent dans la presse à ce moment-là, et c'était quand même intellectuellement, philosophiquement passionnant. Parce qu'il y avait ce recul que l'on a moins aujourd'hui dans ce qu'on appelle le hard news. Bien sûr, aujourd'hui on court. On court pour aller plus vite que les réseaux sociaux, on court parce que l'actualité nous fait courir, on court parce que les lecteurs n'attendent pas la semaine prochaine, ni même demain matin, pour avoir l'information. Leur téléphone fait bip et ils ont l'information. Et ils veulent qu'elle soit vérifiée, qualifiée, donc on doit les servir dans ce temps-là. On est passé d'une presse de la réflexion à des médias du réflexe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rigueur, il y a énormément de rigueur dans des radios comme Radio J, qui sont sur du hot news, comme on dit en bon français, dans des chaînes comme BFM où j'ai la chance d'intervenir. Il y a de la rigueur déontologique et de la rigueur professionnelle, vraiment, peut-être plus d'ailleurs, parce que comme on travaille très 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 vite, il faut être très 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 rigoureux. Mais on n'a plus ce temps, ce luxe, ce confort, cette formidable liberté de la réflexion profonde, du temps long. Alors, on poursuit sur votre carrière, votre expérience. Vous passez ensuite par Europe 1 en 95, à la télévision en parallèle, il me semble, sur la 5e, où vous animez l'émission Affaires publiques, en compagnie toujours de Denis Jambard, expliquant notamment le rôle des institutions françaises et européennes. Puis très vite, en 96... on y vient, vous devenez chef du service politique de l'Express, donc très tôt finalement dans votre carrière. Vous devenez ensuite directeur adjoint à la rédaction avant d'en devenir le directeur. L'Express, c'est surtout 20 ans de votre vie, Christophe Barbier, puisque vous y avez occupé des fonctions importantes jusqu'en 2016. Quels souvenirs en gardez-vous ? Je suis même resté encore après comme conseiller éditorial, 5 ans. Vous voyez, c'est un quart de siècle, c'est plus de la moitié de ma vie professionnelle. Que du bonheur. Que du bonheur. Moi, à 17 ans, j'arrive en Hippocagne, je m'abonne à l'Express, je me dis, oh là là, j'aimerais bien un jour écrire dans ce journal, et voilà que 15 ans, 16 ans après, j'y arrive, je prends des responsabilités. J'avais pas imaginé le plaisir que j'aurais à diriger des équipes de journalistes, des rédactions, c'est-à-dire des gens d'accord sur rien, avec chacun leur ego, leur talent, leurs envies, et ça a été 10 années de bonheur. 10 années de crise économique aussi, parce que la presse, à partir de 2008, a été violemment touchée, mais quel bonheur humain que de faire travailler, de laisser travailler toute cette équipe d'hommes et de femmes qui avaient qu'une seule envie, c'était de porter au plus haut le titre. Et puis surtout, l'Express, c'était un journal engagé mais non partisan. On n'était ni à droite, ni à gauche, ni avec Sarkozy, ni avec Hollande, mais on était engagé sur des combats. Le combat pour l'égalité homme-femme, le combat pour l'Europe, le combat pour l'écologie, des combats qu'avait ouvert Jean-Jacques Servan-Schreiber des décennies avant nous et qu'on continuait à porter. Et transmettre ces combats, un peu comme on porte un ballon de rugby, on s'avance le plus longtemps possible, et puis quand on sent qu'on va tomber, on passe la balle, ça a été un grand honneur et un grand bonheur dans ma vie. Après, passer à autre chose, ne plus avoir les responsabilités, ça a aussi des avantages. C'est ce que j'allais vous demander justement. Est-ce que vous avez envie d'être un électron libre, Christophe Barbier? Est-ce que c'est ce qui vous va le mieux finalement? Oui, j'ai bien sûr aujourd'hui beaucoup plus d'envie, de liberté que de responsabilité. Beaucoup plus de goût à être électron libre, à faire des choses agréables dans plusieurs médias de qualité, plutôt qu'à avoir sur mes épaules le fardeau d'un seul média. J'ai la chance de participer à Franc-Tireur, qui est une aventure de presse extraordinaire, un peu foutraque, c'est des intellectuels, mais c'est plus léger que l'Express, il y a 8 pages, pas 120. Donc je pense qu'il faut à un moment donné transmettre les responsabilités. Moi j'ai dirigé ça 10 ans, 2 quinquennats, c'est suffisant. Il faut des gens plus jeunes, qui ont plus d'énergie, qui ont envie de changer les choses, qui comprennent un monde nouveau. Moi, quand je suis arrivé en 2006, Internet était en train de décoller, les réseaux sociaux étaient inexistants. 10 ans après, il faut que prennent les commandes des générations qui ont ça dans le sang, qui sont natives, comme on dit, là encore en bon français, pour les nouvelles technologies. Donc c'est très très bien de diriger, c'est très très bien de ne pas diriger trop longtemps. Aujourd'hui, on vous retrouve alors sur Radio J en tant qu'intervieweur, chroniqueur, éditorialiste aussi sur BFM TV et partout ailleurs quand vous le pouvez, mais aussi au théâtre. Nous en parlerons dans un instant. Souvent, les invités, Christophe Barbier, je suis obligée de vous poser la question, qui viennent dans cette émission, me demandent si c'est bien le vrai Christophe Barbier qui chronique en me disant que vous êtes partout. Alors, comme les Juifs, vous êtes partout, Christophe Barbier. Alors, comment faites-vous? On veut le secret quand même. Mais on s'organise. On s'organise. D'abord, je n'ai plus de responsabilité, donc je n'ai pas à être disponible à 100% de mon temps pour prendre des décisions pour un média. Ça a été le cas à l'Express. Je devais être apte à être dérangé la nuit, le jour, les vacances, l'été, l'hiver.
s'il y avait des décisions à prendre. Et c'était, dans le contrat, c'était ma responsabilité. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Je dirige pas les médias où j'interviens, et même Franc-Tireur, c'est un collectif, on parle tous ensemble. Oui, vous êtes plusieurs, avec Raphaël Antoven, avec Caroline, et puis chaque auteur a sa liberté, c'est une bande d'intellectuels, on fait ensemble un journal, c'est pas du tout pareil. Donc, la liberté, et du coup, après, c'est de l'organisation. La radio, c'est le matin pour la politique, et puis l'après-midi grâce à vous. Et puis le BFM, c'est la fin d'après-midi, et le théâtre, c'est le soir. L'écriture, pour Franc-Tireur ou pour les livres, ça va être la matinée, le début d'après-midi, ou la nuit, ou le week-end. Et donc, on organise comme ça son temps. Faut être un peu boulimique de travail. C'est vrai que c'est un de mes défauts. J'ai du mal à ne rien faire. Je m'ennuie très très vite. J'aime pas les vacances. Mais si on a ce goût pour le travail ou ce dégoût pour l'inactivité, on arrive tout à fait à s'organiser. Et puis, ce sont des choses très très différentes. Avec, et ça, on ne s'en rend pas compte avant qu'on ait fait le tour de plusieurs médias, des ambiances très différentes. Il y a à Radio J le matin une joie de vivre, une gaieté, quelque chose de pétillant qu'il n'y a pas dans beaucoup de médias où on va être écrasé par le stress, l'angoisse ou parfois par une certaine forme un peu de misanthropie. Donc ça c'est Radio J. À BFM, il va y avoir le sentiment d'une puissance. C'est un média qui est extrêmement puissant, cette chaîne d'infos, donc de responsabilité. Mais on sait qu'on a de la percussion, donc on va mettre des munitions intellectuelles et journalistiques dans le débat. Et puis bien entendu, quand on est à Franc-Tireur, c'est un journal engagé d'intellectuels, c'est un journal d'opinion, c'est un journal de combat, comme son nom l'indique. On va gagner en agressivité. Le matin, quand je pose des questions, je ne vais pas dire à mon invité que je ne suis pas du tout d'accord avec lui, même si je ne suis pas du tout d'accord. C'est pas ma fonction. Dans Franc-Tireur, je dis ce que je pense et les autres aussi. La question que je voulais vous demander, c'est la progression, puisque vous nous parlez de Radio J. Vous nous portez donc de votre voix et de vos questions, que vous définissez comme plutôt bienveillantes, même si avec un petit peu de mordant, avec vos invités politiques tous les matins à 7h45 dans la matinale d'Ilana Ferradian. C'est une volonté, ça, pour vous, de pas trop titiller, mais en même temps poser les questions qui fâchent. Ils sont là pour dire ce qu'ils ont à dire. Je n'ai jamais considéré qu'en agressant, qu'en voulant humilier, déstabiliser, on obtenait plus des hommes et des femmes politiques. Il y a des intervieweurs qui se spécialisent là-dedans, et c'est très bien parce que c'est une épreuve du feu aussi pour les politiques que d'aller se confronter à des méchants, entre guillemets. Moi, ce n'est pas ce que je recherche. Plus que la petite phrase, je préfère rechercher une vraie opinion sincère ou une vraie information, ou bien le commentaire de politique sur des thématiques qu'ils n'abordent pas forcément dans les autres médias et qui vont être sensibles pour les auditeurs de Radio J. Et donc là, entre toutes les occasions de parler pour ces invités, je pense que c'est un média où ils peuvent aussi porter ces messages-là. Vous n'êtes pas dans le sensationnalisme, mais dans la vérité, Christophe Barbier. Christophe Barbier, votre notoriété ne manque pas. Je vous le dis, vous pourriez aisément officier dans ces mêmes fonctions ailleurs. Vous l'avez fait sur LCI, sur iTélé, où vous avez fait des éditos, mais aussi des interviews politiques. On me demande souvent alors votre accointance avec la communauté juive, vu votre présence sur Radio J. Alors je vous le demande, est-ce que vous êtes philosémite? Est-ce que vous avez des origines cachées ou l'opportunité était trop belle? Pas d'origine cachée à ma connaissance, en tout cas. Beaucoup d'amitiés, d'aventures communes. Je suis arrivé à Radio J par ActuJ, par Alexis Lacroix, qui avait été à l'Express à la tête de la rubrique idée. Donc ce sont toutes ces complicités nouées dans les échanges professionnels, à la machine à café, autour d'un bon plat, à s'engueuler, à débattre. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se dit, cette aventure-là, travailler comme ça avec ces gens-là, oui, je vais y aller. Et puis je me souviens aussi que jeune journaliste, quand on savait pas encore trop poser des questions, il y avait une école formidable qui existait, c'était le Forum Radio J de Frédéric Azida. C'est vrai. Et on était à l'époque près de la gare du Nord, c'est vous dire si c'est loin. Et Frédéric s'entourait le week-end de jeunes journalistes comme lui. En 89. Et oui, vous voyez, donc voilà, exactement. Et moi, c'était mes tout débuts, début 90, au point. Et à ce moment-là, on était ravis de venir se faire les dents et de rencontrer les plus grands politiques en ayant 1 heure de questions. Donc Christophe Barbier, vous êtes un homme d'amitié avant tout. Ah oui, bien sûr. Je considère que les aventures professionnelles, c'est d'abord bien s'entendre et partager du plaisir avec des gens qu'on aime. Voilà, c'est tout. Si on vient le matin en faisant la gueule parce qu'on rencontre que des gens qu'on déteste, faut changer de métier tout de suite. Christophe Barbier, la presse papier, TV, radio, l'écriture, le théâtre. Si je vous demande de choisir, est-ce que c'est comme si je vous coupais en 1000 morceaux ou votre cœur balance vraiment? Mais il ne faut pas choisir. On n'a qu'une seule vie, donc il faut en avoir plusieurs. Donc il faut cumuler tout cela. Il faut additionner ses passions pour ne jamais avoir de regrets. Alors si, bien sûr, je me dis toujours, si je n'avais fait qu'une seule de ces choses, de ces passions, j'aurais peut-être été meilleur. Mais non. Je crois que je préfère avoir touché à tout, même en étant peut-être propre à rien.
Alors parlons théâtre, si vous le voulez bien. Christophe Barbier, depuis le 14 janvier dernier et jusqu'au 24 avril, vous êtes au Petit Montparnasse pour la pièce Élysée. Très franchement, c'est une des meilleures pièces que j'ai pu voir depuis la rentrée, voire depuis toujours. C'est une pièce d'Hervé Bintéja, mise en scène par Jean-Claude Idé. Ce n'est pas la première fois que vous êtes avec Jean-Claude Idé sur scène. Vous y jouez le rôle de François Mitterrand à plusieurs époques de sa vie et de sa carrière, aux côtés de vos partenaires, je les cite, Adrien Melin dans le rôle de Jacques Chirac, Emmanuel Dechartre, qui joue d'ailleurs le rôle de son papa, si c'est bien vu, et puis également une actrice, Alexandra Ancidé, pour Carmen. On écoute la bande-annonce. Qui est le plus gros menteur des deux? Difficile à dire. Il ne croit à rien, il ment comme il respire, mais il est sympathique. Ah, méfiez-vous de ce vieux cheval de retour. Il ne croit à rien, il ment comme un arracheur de dents. Tu sais ce qu'il aimait en toi? Non. Lui-même. Mais vous n'avez pas encore gagné, monsieur Mitterrand. Non, mais vous avez déjà perdu. La politique, c'est comme la guerre. Il n'y a qu'une règle, gagner. Mais rassurez-vous, la trahison en politique, ça n'existe pas, puisqu'on n'a pas d'amis. Alors la politique, c'est que du théâtre finalement. Comme la vie. Au revoir, monsieur le président. Au revoir, monsieur le président. Christophe Barbier, est-ce que la politique, c'est du théâtre finalement? Oui, la politique, c'est du théâtre, mais contrairement à ce que dit Carmen, le personnage que joue Alexandra, ce n'est pas que du théâtre. Il y a du théâtre dans la politique. On joue des personnages, on a des répliques, on cherche les bons mots, il y a une dramatisation, encore plus en France qu'ailleurs, où c'est du théâtre et du roman depuis Alexandre Dumas, mais ce n'est pas que ça. Parce que les politiques prennent des décisions qui engagent l'avenir des citoyens, voire leur vie. Et donc, il ne faut pas réduire la politique au théâtre, mais il ne faut pas nier la part de théâtre qu'il y a dans la politique, et qui d'ailleurs passionne les Français. Ils vont critiquer, ils vont dire « Oh, c'est des comédiens, c'est du théâtre », mais ils adorent ça. Ils adorent ça. Alors, vous occupez le rôle de François Mitterrand et ô combien remarquablement, vous entrez en piste, Barbier grimé, Barbier cheveux vieillis et courts, avec un ton et une mimique implacable et des gestes très observés. D'abord, cette question, est-ce que vous avez une affection particulière pour François Mitterrand, tant pour sa politique que pour son personnage? Je suis fasciné par le personnage et sévère envers sa politique. Je pense qu'il s'est trompé quand il appliquait son programme et qu'il n'a pas assez assumé ses virages et ses reniements. Je suis, mais c'est peut-être un défaut de journaliste politique, très sévère avec le parcours politique et le contenu du bilan du président Mitterrand. En revanche, le personnage est fascinant. Je n'ai jamais été, moi, dans une relation de maître à disciple, jamais été Mitterrandolâtre. Je suis arrivé peut-être trop tard, hein. Il était déjà, quand je l'ai rencontré, à la fin de son deuxième mandat. Vous avez écrit un livre d'ailleurs, Les derniers jours de François Mitterrand en 1997. Je l'ai accompagné dans cette fin avec sa maladie, mais surtout en rencontrant tous les témoins qu'il avait vus dans les 237 jours qui séparent son départ de l'Élysée de sa mort. Mais je ne savais pas au moment où je faisais ce livre, il y a maintenant plus de 25 ans, que j'allais un jour incarner François Mitterrand. Donc j'ai abordé ce personnage en ayant une distance affective. Voilà. Je n'étais pas bouleversé à l'idée d'incarner mon idole, ni traumatisé à l'idée d'incarner un ennemi diabolique. En revanche, le fait de l'avoir vu, de l'avoir entendu, d'avoir énormément fréquenté les metteurs indiens, m'a aidé beaucoup à essayer de retrouver une sorte de vérité psychologique du personnage. Alors, il y a beaucoup de phrases à retenir dans cette pièce Élysée qui retrace donc les campagnes électorales. Je crois qu'on démarre en 94 oui. Et puis on repart, enfin on va en arrière, on régresse du coup jusqu'en 81. Oui. Je vais laisser aux auditeurs le bénéfice, la surprise, parce que j'ai noté pas mal de choses, mais beaucoup de choses à retenir, et notamment avec notre politique actuelle. Donc on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que le succès tient à un feu qui brûle sans cesse, une rage? Est-ce que finalement la chance de la gauche, c'est la bêtise de la droite? Et est-ce que la politique, c'est comme la guerre, il n'y a qu'une règle, gagner, et la politique et la gauche n'existent pas? Oui, toutes ces phrases sont justes. Il faut gagner. Après, quand on a gagné, il faut réussir ce qu'on a prévu, il vaut mieux être prêt, mais il faut d'abord gagner. Il y a un politologue un peu oublié aujourd'hui qui s'appelait Julien Freund qui théorisait ça. D'abord détruire l'ennemi, d'abord gagner, d'abord écraser ses rivaux et triompher des adversaires. C'est le b.a.-ba de la politique. Alors, heureusement, on a inventé la démocratie. Donc ça se fait plus à coups de couteau comme dans la Florence du XVIe siècle. Ça se fait par les bulletins de vote. Alors avec parfois de la propagande, de la communication, du mensonge, mais enfin quand même, c'est moins violent. Mais d'abord
gagner. Entre la gauche et la droite, il n'y a hélas plus assez de différence. Parce que la gauche n'arrive pas à inventer le nouveau socialisme, celui pour répondre aux excès du nouveau capitalisme, ubérisé, précarisé, numérisé. Et puis la droite est évidemment maintenant une droite qui est allée chercher du côté du social une manière de se faire élire ou d'étouffer les colères sociales. Et puis quand on n'est pas dans cette gauche et cette droite qui se ressemblent, et ça c'est un peu triste, un peu émollient, on se retrouve avec des extrêmes qui sont pires. Une extrême gauche qui va se perdre dans l'identitaire et l'islamo-gauchisme, et une extrême droite qui se perd dans la xénophobie et l'identitaire aussi excessif. Donc vous voyez, il vaut mieux rester sur ce corps central, tout en souhaitant qu'un jour, on retrouve un peu plus de nerfs idéologiques entre la gauche et la droite. Christophe Barbier, j'entends ce que vous dites. Est-ce que vous pensez qu'il est important, justement, qu'on soit de gauche ou de droite, de se créer son personnage, d'être sympathique, finalement, plus que l'on soit de gauche ou de droite ou de qu'importe quel parti? Oui, l'essence de la démocratie, c'est la rencontre entre un homme ou une femme et un peuple, dans des circonstances. Ces circonstances peuvent être tragiques ou heureuses, mais c'est cela. L'alchimie, c'est cela. Que ça donne de la gauche, franchement incarnée, de la droite, franchement incarnée, ou des modèles hybrides, comme Mitterrand, leader de gauche venu de la droite et même de l'extrême droite, ou bien De Gaulle ou Macron, c'est-à-dire une addition de droite et de gauche, ou bien un centrisme inventé et fragile comme Giscard d'Estaing. Ça n'a pas tellement d'importance. L'essentiel, c'est ce contact de confiance et d'affection entre un homme ou une femme et un peuple à un moment donné. Comme les histoires d'amour, ça ne dure qu'un temps, il y a des hauts et des bas, mais il faut cet amour-là. Si on a cette sympathie au sens propre, partager des souffrances, qui peut devenir une affection, on a l'essentiel. Après, il faut regarder derrière les programmes, et ces programmes-là peuvent avoir des étiquettes, voire des étiquettes idéologiques. Mais d'abord, ce lien charnel. Ce lien charnel. On vote donc pour l'homme avec un grand H. Ou la femme. Ou l'homme ou la femme. On avait le roi qui était le roi de droit divin. Aujourd'hui, le président, c'est un roi de droit divin, sauf que Dieu, c'est le peuple. Voilà. On poursuit cette émission avec vous, Christophe Barbier, où on va parler encore bien sûr de théâtre, mais aussi de votre livre et celui de votre vie, le théâtre de votre vie avec vous et nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir justement vos goûts culturels et culinaires qui en disent long sur votre personnalité. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio G.